J'ai un soleil couchant en pleine gueule, à peu près la même vue qu'on avait à São Paulo ce week-end. Pour le Grand Prix de São Paulo, c'est plus le Grand Prix du Brésil, ça fait quelques années, faut s'y faire. Moi, je m'y suis fait. On a pas mal de statistiques à relever, mais je pense qu'on va les mettre de côté pour cette fois, parce que il y en a vraiment pas mal beaucoup. Et puis, ça mériterait pratiquement une émission à elle seule, si ce n'est pour souligner à quel point Maximus Verstappen a encore une fois rappelé qu'il n'est pas toujours comme il est au Mexique et que quand il veut, la plupart du temps, eh ben, il peut nous faire des choses qui nous rappelleraient justement un certain Ayrton S, à qui on rendait hommage ce week-end au Brésil. Donc c'était assez sympa de le voir un peu exécuter une course que un très grand comme Senna aurait été capable d'accomplir en maximisant, que ce soit ses trains de pneumatiques, en maximisant ses trajectoires. Il a été un des seuls à vraiment parfaitement exploiter la piste. Ça nous rappellerait presque le pilotage de Max Verstappen. C'était au Brésil en 2016. Ça nous rappellerait à peu près cette époque. Ceux qui ont connu ce pilote et cette époque savent de quoi je parle. En tout cas, ça a été très très beau. On a eu de belles histoires aussi ce week-end, donc on va essayer de faire le tour rapidement de tout ça. En termes de stratégie, ça vaut même pas la peine qu'on en fasse un détour parce que tout le monde est parti en intermédiaire. On a eu aux alentours du 24e tour quelques tentatives pour essayer de faire des choses différentes avec par exemple Leclerc qui s'est arrêté, Russell et Norris qui se sont arrêtés également. Je pense que c'était une grave erreur du stand McLaren d'arrêter Norris. Norris voulait s'arrêter mais je pense qu'il était juste frustré de ne pas réussir à passer la Mercedes trop rapide en ligne droite. Il a insisté pour avoir ce changement de stratégie dès qu'il y a eu une opportunité de le faire. McLaren a dû lui donner ce petit coup, ça a marché, puis ça l'a aidé à passer Russell, mais bon, dans tous les cas, ça n'a pas vraiment fonctionné. Quelques pilotes, notamment les RB, qui ont tenté de passer sous les pneus pluie, pareil, c'était pas très pertinent. Et ensuite, on a eu une interruption de course sous voiture de sécurité en attendant que les choses se calment, parce que les conditions étaient devenues assez catastrophiques. Pas mal de pilotes qui ont réclamé justement l'interruption totale de la course, jusqu'à l'interruption totale de la course causée par Franco Colapinto, qui a le Colapinted sa Williams pour la seconde fois dans le même jour. La facture de Williams ce week-end doit être exorbitante, avec Albon qui n'a pas pu prendre part au Grand Prix pour s'être colapinté également pendant la qualif. Je pense pas qu'il fallait nécessairement interrompre le Grand Prix, même si on peut mettre en avant que sous voiture de sécurité, la voiture de sécurité était justement la plus rapide en piste. C'est assez marrant, donc les pilotes avaient du mal à la rattraper. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup appelaient à l'interruption totale, mais en général, la direction de course, je sais qu'ils évitent d'interrompre les grands prix. Là, pour être honnête, j'ai rien de pertinent à ajouter. Je pense qu'il y a un bon argument pour se foutre de leur gueule, mais d'un autre côté, pour une des très rares fois, je pense que on a beaucoup d'autres exemples pour se foutre de leur gueule. Et je pense que ça a été une situation un peu plus compliquée qu'elle n'en avait l'air. Pour partir du coup sur le débrief pilote par pilote, Verstappen, course parfaite. Il y a pratiquement rien à dire sur son week-end. C'est pour ça que on a eu tout un tas de médias qui ont eu sans souci, voilà, qui ont été lui attribuer une note parfaite de 9 sur 10 parce que vraiment il y a rien de plus qu'il pouvait faire ce dimanche. Peut-être un peu améliorer son tour en qualification le samedi. Je crois qu'il a été piégé par le drapeau jaune puis rouge, mais dans tous les cas, il avait déjà effectué un premier tour pas suffisamment performant. C'est certainement pour ça qu'il mérite pas son 10 sur 10, parce que voilà, être le seul à trouver du grip là où il y en a pas, surtout qu'il faut se rappeler que la piste a été resurfacée. Et donc ça implique qu'il y a naturellement beaucoup plus de difficultés à trouver les zones grippées, que les zones qui n'ont pas été grippées sont beaucoup moins abordables qu'elles ne peuvent l'être le reste du temps. Et c'est certainement pour ça qu'on a beaucoup moins vu ces tentatives de dépassement à l'extérieur au virage 3, même si c'est exactement ce qu'il a fait au départ. Mais là, je fais référence à ce qu'on a vu en 2016. Là, pour le coup, c'était à l'intérieur du virage 1. Si vraiment vous regardez tous ces dépassements, il les a presque tous effectués ici. Et je reviendrai dessus quand je parlerai de Piastri. Mais pour moi, c'est vraiment à la fois Verstappen et simplement le don de savoir où trouver le grip dans ces conditions. On peut pas simplement dire aux autres pilotes, tiens, Verstappen trouve du grip ici, fait pareil. Non, si le pilote il va et ne le sent pas, il va pas le faire. Et même s'il le fait, bah, il peut se foutre dehors parce que justement, il aura pas cette conscience précise qu'a un Verstappen ou
où je faisais référence à Senna qui était 1 mètre sous la pluie, et qu'ont eu par exemple aussi les pilotes alpines qui avaient un rythme formidable sous la pluie. On pourrait penser que dans ces conditions, Hamilton aurait été aussi un des maîtres, mais pas été le cas, on y reviendra un petit peu plus tard. Là en tout cas, que ce soit en termes de dépassement, que ce soit en termes de rythme, c'était purement formidable. Je crois qu'il a enregistré 15 meilleurs tours consécutifs, hein. Ça, voilà, c'est purement exceptionnel. Et pour parler de Pérez, qui était qualifié devant Verstappen, on pourrait se foutre de sa gueule, mais il faut pas oublier qu'il partait derrière Verstappen. Il était qualifié devant, mais il partait derrière, parce qu'il a fait un tête à queue pendant au premier tour, donc techniquement il était derrière. Il n'y a rien à dire de plus, il n'y a rien à dire de plus. Dans une période où on parle de son potentiel remplacement par Colapinto, par Lawson, par... je crois, j'ai même entendu dire qu'un certain Jules B, connu pour sa participation à l'équipe Le Circuit, pourrait être aussi un des favoris pour prendre le baquet. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un baquet maudit, comme pouvait l'être à peu près n'importe quel baquet dans les années 90 aux côtés de Michael Schumacher. Quoi qu'il en soit, Pérez, c'est une catastrophe sans nom, et ça vaut même pas la peine qu'on en parle, parce que ça a été une course, voilà, dégueulasse. Dans ce type de week-end où on voit justement beaucoup les performances des pilotes brillaient davantage que celles de la machine. On a été rappelé du talent incroyable de Ocon sous la pluie, 4e en qualification, 2e au drapeau à damier. Il y a même eu une certaine partie de la course où il était le pilote le plus rapide en piste. Quand il s'est mis à vraiment pleuvoir méchamment, il y a eu un tour où il a creusé 5 secondes sur Verstappen et 2 secondes 5 de mémoire sur Gasly. Donc il a creusé un écart monumental. Si, j'ai oublié d'en parler, il y a Verstappen qui a fait un petit hors-piste à cette période-là, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu son 10 sur 10 max. Gasly aussi, un pilote qu'on n'a pas particulièrement l'habitude de voir briller sous la pluie, mais qui n'en est pas moins aussi très talentueux, et qui a saisi très belle opportunité. Et là, ça permet un petit peu de mettre en avant Alpine, quelque chose qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de faire parce que l'opérationnel n'est pas bon, la voiture n'est pas bonne, j'aime pas leur gueule, enfin il y a plein de trucs qui vont pas, mais par contre en termes de stratégie, je trouve qu'on les voit rarement se planter. Ça me rappelle la Hongrie 2021, ou le Qatar 2021, ou Monaco 2023. Chaque fois qu'ils ont pris des podiums ou leur unique victoire, ils avaient toujours la bonne stratégie, et on peut même penser à Jeddah, l'Arabie Saoudite en 2021, parce que Ocon était à une ligne droite du podium, et il avait, en plus d'avoir fait une excellente course ce week-end-là, il avait aussi bénéficié d'une très bonne stratégie pour se retrouver dans cette position. Donc l'aspect tactique chez Alpine est toujours plutôt assez bon. Maintenant, que souligner de plus, si ce n'est que c'était entre guillemets la stratégie plus ou moins désespérée. Ocon, qui avait déjà récupéré le podium à la régulière en dépassant Tsunoda juste avant son arrêt au stand, était dans un très bon rythme. Il a tenu en respect Leclerc et Verstappen pendant un bon moment aussi. Je sais pas si la course avait continué dans ces conditions, s'il aurait été capable de les tenir en respect comme il l'a fait. Verstappen, je pense que ça aurait été difficile parce qu'il était dans un autre monde. Leclerc, peut-être, parce qu'il avait certes un très bon rythme, mais à aucun moment on a senti que Leclerc était vraiment dans le même rythme que les Alpines, ce qui est choquant à dire. Une très grosse déception dans le clan Mercedes, puisque pour commencer avec Hamilton absent tout le week-end, un de ces rares week-ends où on n'a pas pu compter sur lui du tout, perdu tout au long du week-end. Il est parti de la voie des stands et on ne l'a pas senti, lui-même ne s'est pas senti à l'aise du tout. On sait que sur les tracés bosselés, Mercedes souffre énormément. C'est pour ça que sur des grands prix comme je pense à Silverstone où ils ont gagné, mais il y en a eu d'autres où ils ont très très bien performé, des circuits qui sont des billards, hein, globalement, ils sont plutôt à leur aise. Et là, São Paulo, ça a été le rappel que la voiture n'est pas du tout confortable, mais que malgré tout, George Russell parvient à extraire la perf, et c'est vraiment formidable de continuer à le voir prendre son aise de la sorte. Alors quelque chose, bien sûr, à mettre en avant, c'est aussi naturellement le fait que Hamilton part dans 3-4 Grands Prix. Il a eu d'ailleurs une radio assez bizarre à la fin, disant « Si c'était ma dernière opportunité de faire une performance pour vous, je suis désolé que ça se termine comme ça. Peut-être Bortoleto dans la voiture à partir du prochain Grand Prix, on n'en sait rien. » Beaucoup d'erreurs, la voiture qui partait un peu tout le temps, il n'arrivait pas à la caler, mais par contre George Russell, ça a été encore une de ses plus belles performances. Je pense que c'est vraiment la saison ultime de la confirmation pour Russell, parce que il est toujours dans le coup, et même
quand il l'est pas, c'est dans les week-ends où Hamilton est à son meilleur et il est rarement très loin. Donc ça a été formidable de le voir à ce niveau. C'est un de ces pilotes qui aurait, dans un monde fait de scie et de métaux, gagné le Grand Prix, je pense, parce qu'il avait un des meilleurs rythmes en course. Et encore une fois, la Mercedes avait une bonne vitesse de pointe, ce qui lui a permis de résister à Norris pendant une bonne partie. Voilà, même si une fois les arrêts terminés, il a été redépassé par Norris. Je pense qu'il aurait pu tenter sa chance. Chez Ferrari, bah, ça a été également un week-end avec un seul pilote, avec Carlos Sainz, qui a été à la ramasse tout le week-end, bah, se crachant en qualification, du coup parti de la voie des stands. Pareil, il s'est refoutu dehors. D'ailleurs, juste, ça me permet un petit peu de mettre un peu en avant. Malheureusement, j'ai plus accès à F1 TV, donc regarder les caméras embarquées pilote par pilote, c'est devenu très compliqué. Mais quand on voit ceux qui sont foutus dehors, on a soit pas mal de débutants, soit Lance Stroll, soit justement des pilotes comme Sainz qui ont tendance justement à prendre leur virage d'un petit peu large. Là où justement Verstappen est un de ces pilotes qui coupe un petit peu ses trajectoires, où il va chercher le point de corde le plus tôt possible. Et justement, c'est pour ça que je pense qu'il réussissait si bien au virage 1. C'est justement avec cette approche comment dire, de couper un petit peu la trajectoire par rapport aux autres qui prennent justement plus large au virage 1. Où je crois que c'est là que Hülkenberg s'est sorti, que je me mélange pas, mais beaucoup de pilotes sont sortis, mais ça a été une question justement pourquoi le fait de prendre plus large son point de corde est un problème, parce que justement, en prenant plus large ton point de corde, tu vas plus mordre sur les lignes blanches qui sont à l'extérieur, donc pour prendre ta trajectoire, ton virage à gauche, tu serres à droite, puis tu vas chercher le point de corde à gauche. Et justement, ça peut beaucoup marcher avec des pilotes comme Carlos Sainz qui maîtrisent très bien cette approche dans leur pilotage. Mais malheureusement, c'est des parties de la piste qui vont être souvent moins grippées, qui vont être plus piégeuses sous la pluie. Donc, et en plus, ça a été justement dans le très long droite où Sainz s'est fait avoir. Donc, ça permet un petit peu de remettre en avant justement des Verstappen ou des Leclerc dans ces conditions, parce que Leclerc, c'est un de ces pilotes, tout aussi talentueux soit-il, a rarement eu l'occasion de briller sous la pluie, je trouve. Ce week-end, sans dire qu'il a été le plus flamboyant du plateau, je pense qu'il a vraiment tiré le meilleur de ce qu'il pouvait. Et pour passer à Leclerc, bah, j'ai très peu ajouté. Très belle défense face à Verstappen, même si clairement il n'avait pas autant d'aisance que lui sous la pluie, mais encore une fois, c'est ce genre de week-end où des pilotes sont dans cet esprit, dans cette confiance où on sait qu'ils sont imbattables. C'est-à-dire que dès la fin du premier tour, enfin, je pense qu'on pouvait tous se dire, si Verstappen la gagne, ce serait pas choquant, ce qu'il a fait, allez le croire. On va poursuivre avec les McLaren, Oscar Piastri pareil, hein, à côté, tout au long du week-end. Enfin, bon, il n'y a pas de la sprint, il a été très bon pendant la sprint, mais bon, qu'est-ce que ça vaut une sprint aujourd'hui? Pour moi, ça vaut toujours rien, ces trucs. Donc voilà, dès l'instant où on était sous la pluie, beaucoup moins en confiance. Et oui, c'est un sujet que je pensais même pas pertinent à adresser, mais le fait que, bon, outre qu'il a foutu Lawson, a pris 10 secondes de pénalité, enfin il a foutu Lawson dehors, il y a une controverse sur le fait qu'il aurait laissé passer Verstappen ou n'aurait pas défendu ardemment. On parle quand même d'un pilote qui a foutu son coéquipier dehors 2 fois pour le passer. La Hongrie et l'Italie, et même Spa. Même Spa, pour moi, c'est un peu tendancieux. Donc honnêtement, s'il est capable d'agresser de la sorte son coéquipier, je pense que Max Verstappen, il va pas lui faire de faveur, loin de là. On rappelle, hein, c'est des pilotes de course. Ils sont pas de faveur, à moins qu'ils soient Valtteri Bottas, ils ne laissent pas passer les gars. Ils en ont rien à F, surtout si en plus de cela, bah, il y a un semblant d'enjeu quand même si on dit que les pilotes s'en foutent du championnat constructeur, tout ça. Bon, il y a quand même de l'enjeu pour son équipe. Donc voilà. Le dépassement de Verstappen, il y a un moment, Verstappen était 2 secondes plus rapide au tour, si ma mémoire est bonne. Quand tu es sur un circuit comme Interlagos, sous la pluie, 2 secondes au tour, il y a un moment, tu défends pas. Tu défends pas. Ou alors tu vas chercher carrément à le foutre dehors. Mais je pense que de 1, Piastri ne l'a littéralement pas vu venir. On rappelle les gerbes d'eau qui sont projetées, la faible visibilité des pilotes. Je pense que dans ses rétroviseurs, ils se doutent que Verstappen est là quelque part. Je pense que le moment où Piastri voit Verstappen, c'est quand il commence à tourner la tête et qu'il voit sa Red Bull qui plonge. Il fait « Oh putain le con !» Voilà. Je pense que ça s'est arrêté là. Pour Oscar Piastri. Et ensuite, l'autre chose, c'est quand bien même il aura vu Verstappen se décaler, tu peux te décaler à la dernière seconde comme ça, mais pas sous la pluie.
pas sous la pluie, parce que le moindre coup de volant, enfin, il y a un moment, les gars, sans dire, avez-vous déjà non seulement fait du karting ou piloté quoi que ce soit sous la pluie, prenez une voiture de route, hein. Règle de base d'auto-école, pas de gestes brusques quand tu conduis sous la pluie. Sans compter que nos voitures de route, la plupart ont les aides de traction et tous ces trucs. Là, on est sur des Formule 1, on est à quoi, 280, 300 km/h en bout de ligne droite. On doit être à 2-3 millimètres d'eau à ce stade de la course sur la piste. Non, Piastri ne peut pas mettre de coup de volant, ne serait-ce que même pour aller taper Verstappen, parce que ça se trouve, il part tout droit, enfin, il a plus son point de freinage, il a plus rien. Je n'arrive pas à concevoir qu'on se dise, il l'a laissé passer plutôt que de simplement se dire, mais oui, enfin, c'est normal, tu peux rien faire dans ces conditions. Et quand bien même il aurait eu par miracle la chance de réussir à contrôler la voiture et se caler juste devant Verstappen, Verstappen l'aurait passé au virage suivant, ça aurait été inutile dans les deux cas. Quant à Norris, très très gros déception ce week-end, qui avait bien commencé avec une belle qualif encore une fois, une belle pole. Il se fait avoir au départ. Ça devient une routine, non? Ça doit faire quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 72 fois depuis le début de saison, ce qui est, ça commence à être un peu beaucoup. Dans tous les cas, il y a un très gros problème déjà vis-à-vis de ça, parce que encore une fois, hein, Interlagos, c'est vraiment le circuit où tu prends pas un bon envol et que t'es en pole, faut tout de suite aller chercher l'intérieur, parce que justement le second est à l'intérieur et ça passe très souvent. En plus, j'ai oublié de le souligner, très très bon départ de George Russell. Il a une motricité parfaite. Euh, Il y a Verstappen justement aussi qui a eu un excellent envol. Euh, donc sous la pluie dans ces conditions, c'est à souligner, je pense. Mais voilà, dans tous les cas, ben, il avait un bon rythme au début, mais c'est juste qu'il n'arrivait pas à passer Russell. Et ensuite, là, c'est Lando qui montre encore une fois trop émotionnel derrière le volant, je pense, parce que au nouveau départ, donc après le drapeau rouge, là où il avait un petit peu toutes ses chances réinitialisées, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris. Si, il se place un petit peu au milieu de la route pour laisser ses chances à l'intérieur, tout ça, mais il se fait surprendre par Leclerc et du coup, je sais pas, il s'attend à ce que Leclerc freine plus tard, j'en sais rien. Du coup, il donne un coup de volant pour l'éviter, il part tout droit et je me dis, mais là quand même, c'est une bête erreur. C'est une bête erreur et je dis ça sachant que bon, il y a quand même un enjeu de championnat. McLaren reste quand même clairement devant. C'est pas un mauvais week-end qui va casser toute leur avance, mais bon, c'est heureusement justement que Sainz n'était pas là pour reprendre des points à Ferrari, mais dans ce genre de mentalité, c'est regrettable parce qu'il y avait des bons points à prendre justement, encore une fois à Ferrari. Red Bull sont beaucoup trop loin pour espérer quoi que ce soit, je pense surtout que eux aussi ils ont qu'un seul pilote. Et pour ceux qui disent les chances de Norris au championnat sont mortes, elles sont enterrées, elles sont finies. Moi, je maintiens que pour que quelque chose soit fini, il faut déjà que ça ait commencé. Pour moi, ça n'a jamais commencé. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une analyse du dimanche sur le sujet. Je me dis, oui, factuellement, mathématiquement, c'est possible, mais si tu veux, Leclerc aussi, hein, techniquement, il était dans la course au titre à ce moment-là. Donc, non, pour moi, il y a rien, il y a toujours rien. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais pour moi, il faut être à moins de 30 points. Et il n'a jamais été à moins de 30 points de la saison Norris. C'est-à-dire 30 points, de manière générale, je le considère comme une victoire et une petite marge d'avance pour le meneur. Là, il y a toujours eu au moins 2 victoires ou une victoire et demie d'avance, ce qui n'a jamais été en dessous cette saison. Un petit mot sur les RB qui doivent être profondément déçus en partant 3e et 5e de terminer 7 et 9. Liam Lawson, beaucoup d'erreurs. N'oublions pas qu'il nous a beaucoup ébloui pour son premier Grand Prix sous la pluie à Zandvoort l'an dernier justement. Donc voilà, c'est seulement quoi son 7e Grand Prix, quelque chose comme ça. Dans des conditions comme ça, voilà, ça vaut même pas la peine d'être mentionné. Mais bon, très belle qualif pour se placer 5e. Magnifique performance de Yuki Tsunoda sous la pluie. Dans une période où on parle beaucoup de foutre Pérez à la porte, c'était le moment de ressortir ça, surtout qu'on sort d'un week-end du Mexique qui a été très très mauvais pour lui. Sous la pluie, plus compliqué, d'abord, il avait pas vraiment le rythme au début et puis il s'est fait manger par Ocon dès qu'il s'est mis à pleuvoir. La stratégie avec les pneus pluie marchait, mais pour moi elle aurait marché pendant 5-6 tours et ce serait retombé. Donc je pense qu'on aurait mieux fait de le laisser en piste aussi, on aurait justement pu conserver cet avantage de la position au drapeau rouge, mais bon là encore, hein, c'est dans un monde de scie et de métaux. Et pour conclure, vite fait, après
il s'est fait un petit peu avoir du coup par le drapeau rouge et n'a pas pu reprendre les positions perdues. Pour rester sur un week-end de décevance, ça peut être le cas chez As, qui perd du coup la place au championnat constructeur face à Alpine. Franchement, qui aurait pu se dire, tiens, Alpine va passer As au championnat constructeur cette saison. Je pense que, bon, si on reste dans la dynamique des derniers Grands Prix, ils vont la reprendre la position, parce que quand même, on était sur plein d'arrivées consécutives dans les points, mais Hülkenberg, un week-end des plus médiocres, c'était pas nul, mais c'était vraiment médiocre, et ça se termine par une disqualification pour avoir reçu de l'assistance après être sorti de la piste. Et Oliver Berman, qui, ma foi, a montré une forte impression, je pense, dans le bon et dans le mauvais sens, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties de piste, et c'est le mauvais, mais il y a aussi eu un rythme qui était pas dégueu du tout. Et là, c'est le bon, parce que alors pendant le sprint, il y a Hülkenberg qui a eu des soucis, donc naturellement, ça l'a ralenti. Mais même pendant la course, il était pas loin de son rythme, donc une nouvelle belle démonstration d'Oscar, de Oliver Berman, pardon. Et puis on va passer rapidement sur les figurants, donc Aston Martin, pauvre Alonso, pauvre Fernando. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a dans les patounes, mais je crois que la voiture a eu beaucoup de problèmes. Déjà techniquement, elle souffrait en plus de cela des rebonds, comme la Mercedes. Fernando Lance Stroll, accident en qualif, et bon, pour la course, apparemment, c'est un problème de frein. Il aurait bloqué à l'arrière, donc on dira que c'est déjà arrivé plus tôt cette saison à Monza. Pas même si c'était Maylander dans la voiture de sécurité, mais des problèmes de frein chez Aston, c'est déjà arrivé. Donc, en fait, ce qu'il y a, le problème, c'est que si ça s'en était arrêté là, ça irait. Mais je pense que personne, vraiment, hein, personne ne peut expliquer, même parmi les gars les plus de bonne foi et les plus grands experts du paddock, que ce soit pilote, ingénieur, tout ce que tu veux, dont compris ce qu'il a été, pourquoi il est allé rouler dans le gravier. Il était sur une partie de tarmac, on lui dit c'est bon, tu peux reculer, il y a personne derrière, il dit non, il va dans le gravier, il s'arrête là. C'est le genre de chose qui arrive à Lance Stroll, hein, pas aux autres. Bref, chez Williams, ils se sont fait colapinter leur week-end par les deux pilotes, comme j'ai dit, hein, Franco dehors, Albon dehors. D'ailleurs, j'ai été très surpris qu'on donne pas la voiture de Franco à Albon, puisqu'ils ont pu en réparer qu'une des deux avant le départ du Grand Prix. C'est la deuxième fois que ça arrive de la saison, qu'il y a une des voitures qui peut pas être prête pour le Grand Prix, donc cette fois, on l'a pas donné en Albon, pourtant c'est Albon hein, qui pilote l'an prochain, c'est pas Colapinto. C'est Albon qu'on a signé pour plusieurs années, c'est pas Colapinto. Là encore une fois, hein, non, mais je replaisante, je retaquine sur ce qui s'est passé en Australie, mais est-ce que si ça avait été Sargent là dans la voiture, dans cette situation, est-ce que on lui aurait donné à nouveau la voiture de Sargent? Je pense qu'on connaît tous la réponse. On donne pas celle de Colapinto. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des négociations, notamment avec Red Bull, et là je parle pas de Red Bull Racing, même si c'est le cas, hein, on sait qu'il y a des négociations avec Red Bull Racing, mais aussi avec la filière Red Bull en général, donc potentiellement pour aller le déloger chez RB, enfin essayer de faire quelque chose avec lui. Donc ils sont dans des phases de négociation, donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on l'a laissé. Et en plus de cela, Colapinto, il a montré qu'il faisait les performances. Donc Alex Albon, voilà. Je ne dirai rien de plus parce qu'il y a rien de plus de pertinent à ajouter. Et on va finir avec nos kicks, pardon. Zou. Voilà. Bobo, quel week-end. Encore une fois, depuis que ses miches sont sur un baquet éjectable, il a jamais été aussi bon. Depuis qu'il est, depuis ces 2 dernières saisons, en tout cas, j'ai l'impression, parce que il transcende la voiture, il colle 2 secondes à Joe en qualif. Je veux dire, même si Zou est à la ramasse depuis le début d'année, on est quand même dans un autre stade d'éclatement, là. Voilà. Et bon, moi, c'est sur ces paroles de Soleil Cochon que je vais m'arrêter. Merci de m'avoir supporté, écouté, des bisous et à bientôt.